Bien, mesdames et messieurs, je vous propose que nous commencions tranquillement pour ne pas prendre de retard. Les portes sont encore ouvertes, donc s'il y a quelques personnes qui veulent nous rejoindre en cours de route, elles le pourront bien sûr. Je vois que quelques personnes montent les escaliers encore. Je les laisse entrer, installez-vous. Il y a des places encore, n'hésitez pas. Il y a tout un premier rang qui est très libre encore, si vous voulez. N'hésitez pas. Eh bien, merci beaucoup de nous rejoindre ce soir pour cette première conférence de l'année 2025. Première conférence qui est aussi la dernière conférence dédiée, plutôt organisée dans le cadre de l'exposition Notre-Dame de Paris, la querelle des vitraux, qui, comme vous le savez certainement, fermera ses portes le 9 mars prochain. Et avec la fermeture de cette exposition, nous fermerons toute la Cité du Vitrail pendant une quinzaine de jours, pendant 15 jours, pour démonter l'exposition et renouveler une partie des œuvres dans le parcours de visite de la Cité du Vitrail. Donc vous pourrez redécouvrir la Cité à partir du 25 mars avec de nouvelles œuvres dans la galerie et dans la chapelle. Voilà, ça c'est pour la petite invitation d'ores et déjà à revenir après la période de fermeture. Donc nous serons fermés 15 jours du 9 mars au 24 mars. Donc dernière conférence pour clôturer un petit peu ce cycle et finalement pour revenir un petit peu sur les coulisses, l'organisation, l'historique de cette exposition. C'est Julia qui a eu l'idée de cette conférence en se disant que finalement, quand on organise une exposition, bien sûr, on présente le contenu de l'exposition, mais qu'il est intéressant aussi de savoir pourquoi on organise une exposition sur ce thème-là, comment ça s'est fait, quelles ont été les différentes étapes, et puis voilà, en coulisses, qu'est-ce qui se passe pour pouvoir ouvrir au public et mettre en valeur une exposition. Donc c'est un petit peu ça qu'on vous propose de découvrir ce soir. Pour introduire un petit peu le propos, permettez-moi une petite anecdote tout à fait personnelle. Quand j'ai été recrutée en 2016 à la Cité du Vitrail, ou plutôt avant d'être recrutée, j'ai passé des entretiens d'embauche, évidemment, et puis à l'issue du parcours, j'ai été reçue par le président du conseil départemental, Philippe Adnaud, qui voulait certainement voir un petit peu qui j'étais avant de donner son aval. Et pour préparer cet entretien, bien sûr, j'avais travaillé un petit peu en me disant, bon, voilà, il faut que je trouve quelques idées un peu fortes pour cette future Cité du Vitrail qui était en gestation à l'époque. On n'imaginait pas encore ce que ça deviendrait. Et il se trouve qu'en discutant avec une camarade de promotion, donc, qui allait devenir conservatrice du patrimoine aux Archives nationales, mais peu importe, elle me dit écoute, j'étais en stage à la DRAC Île-de-France et ils ont en caisse, dans les tribunes de Notre-Dame, donc on est en 2016, avant l'incendie, des vitraux extraordinaires des années 30 qui n'ont jamais été montrés au public, qui sont encore dans de la paille, et la conservatrice aimerait bien en faire quelque chose. Voilà, peut-être que si tu es prise à la Cité du Vitrail, ça pourrait être intéressant. Et donc, quand j'avais rencontré Philippe Adnaud, il m'avait dit, il m'avait demandé qu'est-ce que vous voulez faire à la Cité du Vitrail, et je lui ai répondu, j'aimerais bien exposer les vitraux de Notre-Dame à la Cité du Vitrail. Et il m'avait dit, ça c'est une très bonne idée, ça me plaît bien ce que vous me dites. Voilà. Et donc en repartant de là, je me suis dit, si je suis prise, il va falloir qu'on le fasse quand même. Il ne s'agit pas de... Et donc évidemment, je n'imaginais pas vraiment que ça pourrait réellement se faire un jour. Mais il se trouve qu'une fois avoir pris mon poste, j'ai repris contact avec cette camarade de promo. Je lui ai demandé les coordonnées de la conservatrice et puis de la DRAC Île-de-France. Et donc, on est entré en contact. Et effectivement, elle m'a confirmé qu'il y avait bien des vitraux en caisse, qu'elle avait bien l'intention d'en faire quelque chose, de les sortir des caisses et de les déposer quelque part, et pourquoi pas à la Cité du Vitrail. Et donc, c'est comme ça qu'est née un petit peu cette idée, ce projet de déposer ces vitraux qui étaient en caisse ici à la Cité du Vitrail, pour qu'on puisse en faire quelque chose et éventuellement, pourquoi pas, une exposition. Alors après, la construction de l'exposition, je laisserai Julia en parler, mais voilà, cette première exposition dans la chapelle restaurée de l'Hôtel-Dieu, pour moi, c'est un petit peu un cycle qui se clôt, et c'est vrai que c'est
voilà, on est quand même, Julia pourra vous le dire, mais particulièrement heureux du résultat de cette exposition, de sa fréquentation bien sûr, mais même du résultat esthétique et scientifique de cette exposition. Donc voilà, c'est vraiment pour toute l'équipe un beau projet. Et donc voilà, on avait envie de vous en dire un petit peu plus. Donc je laisse Julia vous raconter un petit peu ce qui s'est passé depuis cette discussion sur l'intérêt peut-être de présenter les verrières à la Cité du Vitrail. Et encore une fois, on ne savait pas encore qu'elle serait dans la chapelle. Je vous laisse la parole. Merci Anne-Claire. Bonsoir à tous. Donc bonsoir à tous. Comme l'a souligné Anne-Claire, l'idée d'un projet d'exposition des vitraux de Notre-Dame remonte donc à 2016, donc bien avant l'incendie de Notre-Dame, pour lequel, je le répète à nouveau, nous n'y sommes pour rien, promis. Et même bien avant, évidemment, l'actuelle polémique autour de la création de nouveaux vitraux que l'on connaît actuellement. En fait, ce qui a intéressé notamment le département à travers la Cité du Vitrail de monter cette exposition, c'est presque une triple raison. La première raison, c'est que ce projet, qui s'ancre dans les années 1930, constitue un premier jalon dans l'insertion ou non d'une œuvre moderne dans un édifice ancien. La deuxième raison, c'est que ce projet a rassemblé 12 maîtres verriers parmi les plus réputés de leur génération. Et la troisième raison, qui peut sembler un peu contradictoire avec les deux premières que je viens d'énoncer, c'est que cet épisode est assez rapidement tombé dans l'oubli. Et il faut attendre en vérité les années 2000, à partir d'une publication de Caroline Piel, sur laquelle je reviendrai dans un instant, pour que les chercheurs, pour que les conservateurs s'intéressent à nouveau à cet épisode. Donc finalement, lorsque la Cité a décidé de participer à l'aventure, quelque part, c'est presque une aventure dans une aventure, parce que finalement, en retraçant le périple de ces 12 maîtres verriers, c'est aussi l'aventure d'une toute autre équipe, celle de la Cité du Vitrail, et plus généralement de la direction des archives et du patrimoine, qui se raconte aussi, et qu'en tout cas ce soir, j'aimerais pouvoir vous raconter. Donc j'en veux pour preuve ce petit parallèle entre Louis Mazetier, qui, aidé d'un assistant, procède à la pose d'une verrière de Notre-Dame de Paris dans les années 30, et l'aventure du montage de l'exposition, qui s'est opérée en juin 2024. Mais avant même de parler de montage d'exposition, même si je suis sûre que vous avez tous revu l'exposition, pris des notes et que vous connaissez par cœur, je vais quand même revenir sur une étape essentielle qui, avant même le montage, est fondamentale, c'est la phase de recherche documentaire. Bien évidemment, il ne vous a pas échappé qu'entre 2016 et 2024, plusieurs années se sont écoulées et en général, peu de gens se figurent entre le moment où l'on commence à concevoir une exposition et où elle est montée, il y a, dans le meilleur des cas, 1 ou 2 ans, parfois plus, souvent moins, qui s'échelonnent. Donc au moment encore faut-il, pour pouvoir établir une exposition, comprendre les limites, que ce soit historiques, géographiques, comprendre les enjeux, les aboutissements du sujet que l'on va traiter. Dans ce cas de figure, on s'arme respectueusement de notre chef de service conservatrice qui va nous aiguiller sur toute la bibliographie que l'on pourrait trouver. On s'arme aussi tout aussi respectueusement de notre documentaliste et puis même aussi des différents photographes qui existent au sein du département qui vont créer aussi des visuels lorsque ceux-ci sont manquants. Dans le cas de la querelle des vitraux, qui s'ancre dans les années 30, on a différents types de bibliographie. Je passe assez rapidement parce que ça peut être assez rébarbatif, mais c'est pour vous donner une idée de différentes panoplies qui s'offrent à nous dans le cadre de cette recherche. On peut avoir des ouvrages génériques sur les vitraux, comme la synthèse de vitrail du 5e, 21e siècle, qui a été fait par Véronique David et Michel Hérold, ou comme le catalogue d'exposition sur l'art sacré, cette fois-ci un autre type d'ouvrage assez généraux, mais qui peut recroiser et qui peut évoquer aussi cette querelle des vitraux. Et enfin, la très belle synthèse qui a été faite sur Notre-Dame de Paris dans la série La grâce d'une cathédrale. On a également un certain nombre de monographies des artistes qui peuvent être très précieux en termes d'information. Et puis, là aussi, ne prenez pas peur, je ne vais pas tout récapituler, simplement pour vous faire aussi une idée des différents fonds d'archives qui s'offrent à nous quand on veut croiser autant d'aspects autour d'un même projet. Et à cela s'ajoutent différentes sources iconographiques et articles de presse. Mais
Pour retracer un petit peu les étapes de ce projet et en même temps vous faire aussi sentir ce véritable travail d'enquêteur, j'aimerais revenir et se concentrer sur 3 publications qui ont été essentielles pour le projet de la querelle des vitraux. La première publication est celle de Caroline Piel dans la revue Monumentale en 2000, qui s'intitule La querelle des vitraux et à qui nous avons emprunté le titre pour l'exposition. Cet article est fondamental parce qu'il constitue la première synthèse sur la querelle. Elle retrace en effet les grandes étapes du projet de 1935 jusqu'en 1965 et précise à chaque étape véritablement les acteurs ainsi que les arguments en ce qui concerne la querelle, les arguments qui ont été énoncés en faveur ou contre le projet. La deuxième publication est une monographie d'Yves-Jean Rioux, qui est spécialiste de Louis Mazetier et qui, au détour de la carrière de l'artiste, va revenir sur le projet des années 30 en précisant certaines étapes du projet, mais bien sûr toujours sous le prisme de son artiste de prédilection. Enfin, troisième publication, beaucoup plus dense de par son format, il s'agit du mémoire de recherche effectué par Bérénice Vallée à l'École du Louvre en mai 2018, qui est beaucoup plus dense parce que 80 pages tout simplement. Bérénice Vallée va se concentrer sur une période un petit peu plus réduite, de 1935 à 1941, mais elle va permettre, par la recherche d'un très grand nombre de fonds d'archives et de publications diverses, éclaircir de nombreuses étapes qui ont été énoncées notamment par Caroline Piel. Elle a également rassemblé un très important corpus d'articles de presse qui ont eu trait à la querelle, près d'une centaine d'articles, afin de mieux comprendre quels étaient les différents acteurs, quel était le poids des arguments avancés au sein de cette querelle, ainsi qu'un important fonds photographique. Donc, en reprenant les dires de ces 3 auteurs et en complétant avec d'autres ouvrages, que comprenons-nous de cette affaire ? Eh bien, pour comprendre les origines de cette affaire, il faut revenir presque 100 ans en arrière, plutôt. À l'époque, dans les années 1850, la cathédrale Notre-Dame de Paris est en très mauvais état. Et l'on va charger alors 2 architectes, Eugène Viollet-le-Duc et Jean-Baptiste Lassus, de mener à bien les campagnes de restauration de la cathédrale. En ce qui concerne les vitraux, ça va être Eugène Viollet-le-Duc qui va s'en charger. Il va s'entourer d'une équipe de peintres verriers et d'un peintre cartonnier pour concevoir tout un programme à l'échelle de la cathédrale. Et je dis bien concevoir parce que ce qu'il faut bien comprendre, et ce que Caroline Piel nous indique, c'est que les vitraux du XIIIe siècle, en tout cas en ce qui concerne la nef, ont été déposés au XVIIIe siècle, en 1753, pour faire rentrer davantage de lumière. En ce sens, la cathédrale n'est pas une exception, c'est un phénomène que l'on observe à l'échelle de toute la France. Toujours est-il que quand Eugène Viollet-le-Duc arrive, il n'a plus ses originaux médiévaux sous les yeux. Donc, il va aller regarder dans les édifices où les vitraux sont encore en place, comme par exemple la Bourges. Il va essayer de rechercher les tracés archéologiques des vitraux avant leur dépose au XVIIIe siècle pour pouvoir imaginer, avec Nicolas Cauffetier, notamment l'un des peintres verriers, ce type de vitrail que vous voyez ici. Donc, des compositions ornementales faites de motifs végétaux en grisaille. Et donc, par exemple, ici, cette très grande rose dont nous présentons dans l'exposition 2 panneaux, en fait, venait orner ces grandes roses que vous voyez ici, dont les verrières viennent scander la nef. Ici, vous avez une autre proposition de Eugène Viollet-le-Duc. Alors, ici, peut-être pas pour la nef, plutôt pour la croisée du transept qui se trouve ici. Et ce serait peut-être un de ces éléments-là de cette rose de croisée. Le problème, nous indique Piel, c'est que ces vitraux vont recevoir un accueil finalement assez mitigé, notamment en raison de la couleur blafarde, et Caroline Piel va même jusqu'à parler d'un manque d'intérêt esthétique et historique. Le jugement est assez dur, et c'est peut-être cet accueil mitigé qui va ouvrir la voie, presque 100 ans après, à une nouvelle proposition. Mais là encore, n'allons pas trop vite, parce que pour comprendre cette nouvelle proposition qui va émerger en 1935, il faut là encore s'intéresser à un autre projet qui semble en apparence ne pas avoir de lien avec la cathédrale. Ce projet, c'est l'exposition internationale des arts et techniques appliqués à la vie moderne, qui va ouvrir ses portes en 1937. Et en prévision de cette exposition, des maîtres verriers vont contacter en 1934 M. Grébert, qui à ce moment-là est architecte en chef adjoint de l'exposition de 1937, et va demander, donc ces maîtres verriers vont demander à M. Grébert de participer à l'exposition avec des emplacements consacrés aux vitraux, ce qui va leur être accordé.
et tout particulièrement pour le pavillon pontifical que vous voyez ici, et qui va accueillir un certain nombre de vitraux. Le problème, et c'est ce qui est souligné dans une lettre que Bérénice Vallée a découvert, une lettre datée du mars 1937, qui est rédigée par le président de la classe 40, alors de la section 40, qui est en fait dédiée aux vitraux pour l'exposition. Lettre dans laquelle ce président de la classe 40 explique qu'il a du mal à réunir des exposants qui ne peuvent pas tous faire les sacrifices nécessaires à l'exécution de leurs vitraux, qu'ils ne pourront jamais vendre. Et ce témoignage est intéressant, car il est vrai que dans le cadre d'expositions ou de salons, les artistes, il ne s'agit pas d'une commande en fait. Personne ne va financer véritablement ces vitraux. Ce sont surtout les artistes ou les maîtres verriers qui vont créer des vitraux pour se faire connaître, pour attirer de nouvelles commandes, mais pas forcément pour... le financement de ces œuvres n'est pas garanti. Et donc, il n'est pas rare que ces artistes-là cherchent un avenir un petit peu plus pérenne pour leurs vitraux. D'autant plus... Peut-être pour des vitraux de taille modeste, on pourrait imaginer peut-être un cabinet d'intérieur intéressé. Là, nous parlons d'un ensemble qui fait presque 9 mètres de haut. Alors, je ne connais pas l'état de vos plafonds, mais je peux vous garantir que mon appartement ne peut pas accueillir ce type de vitrail. Donc, c'est peut-être à la fois l'accueil mitigé de Viollet-le-Duc d'un côté et cette réalité-là des expositions et des salons de l'autre qui a fait émerger, en 1935, de la part de ces mêmes maîtres verriers qui ont été retenus pour l'exposition de 1937, une nouvelle proposition, cette fois-ci auprès de la Commission des monuments historiques. Donc, je m'arrête quelques instants sur ces maîtres verriers. Je vous disais qu'ils étaient parmi les plus réputés de leur génération et effectivement, nous avons au premier rang duquel des maîtres verriers comme Jacques Le Chevalier, Jacques Gruber, Jean-Evert Stevens, parmi les plus connus, André Renoy. D'autres artistes dont la postérité n'a pas forcément toujours retenu leur nom, bien que leur rôle soit essentiel, comme Valentine Reyre, seul maître verrier femme du groupement, ou encore Louis Mazetier, le père Marie-Alain Couturier, Max Ingrand, Jean-Joseph Queffret et j'en passe. Tous les auteurs, en tout cas, s'accordent à souligner le rôle moteur de Louis Barillet dans cette proposition, que vous voyez en haut à droite. C'est en effet lui qui va contacter la Commission des monuments historiques pour leur faire part de la proposition. Cette proposition est débattue en séance de la Commission des monuments historiques du 20 et 22 mars. Gabriel Ruprecht-Robert, qui préside à ce moment-là la séance, va tout d'abord accepter le projet. Donc séance du 22 mars. Sauf que, 3 jours après, dans une lettre du 25 mars, il va sembler revenir sur sa parole en contactant le directeur général des Beaux-Arts, Georges Huysmans, pour lui faire part d'un certain nombre de réticences. En effet, selon lui, le fait de déposer des grisailles qui sont en bon état au profit d'une création serait déjà un manquement aux missions des monuments historiques, qui est de protéger le patrimoine ancien et non de patronner de nouvelles expériences, mais créerait en plus peut-être une obligation morale à l'attention des artistes qui seront retenus sur le projet. En outre, il souligne que de par cette proposition et le contexte de création, à savoir 12 artistes qui ne sont pas chapeautés par un artiste, disons, en chef qui va vraiment apporter une cohérence à l'ensemble, il craint pour l'harmonie du projet. Ce qui est intéressant parce que ce sont des commentaires que l'on va retrouver quelques années plus tard au moment de la querelle à proprement parler. Toujours est-il que Georges Huysmans va rassurer Gabriel Ruprecht-Robert et le projet va suivre son cours. La commission va se montrer intéressée, mais va reporter sa décision finale à l'observation des verrières une fois qu'elles seront exécutées. Alors, je passe un petit peu rapidement, mais en ce qui concerne les modalités un peu plus précises du projet, nous avons une lettre adressée au directeur général des Beaux-Arts le 28 juin 1935 qui donne quelques éléments intéressants. Il est dit dans cette lettre qu'un groupement de peintres verriers de Paris, ayant l'intention de présenter une œuvre d'ensemble à l'exposition de 1937, a sollicité l'autorisation d'offrir à Notre-Dame de Paris les vitraux qui garniraient les fenêtres de la haute nef de cette cathédrale. Ce qui m'intéresse, c'est le début de la phrase, où il parle d'un groupement de peintres verriers de Paris qui travaille à l'exposition de 1937. On a donc là la preuve, ou du moins une affirmation, que la Commission des monuments historiques n'est pas intervenue dans le choix des artistes. Le choix s'est fait en amont, au moment de l'exposition de 1937. Et cela replace aussi dans la chronologie le fait que le projet premier est bien l'exposition de 1937 et non la cathédrale, qui est venue seulement dans un second temps. Ce qui vient répondre à certains auteurs qui avaient affirmé l'inverse.
Autre chose, on parle également d'une allocation, un petit peu plus loin dans la lettre, d'une allocation totale de 500 francs. Bérénice Vallée a recoupé un certain nombre de procès-verbaux justement de la commission, et il s'avère que la commission était bien favorable à cette allocation, mais en réalité, rien n'a été payé. Donc, tout au long de cette affaire, qui va quand même s'échelonner sur près de 30 ans pour certains, les artistes ne recevront pas d'aide financière, ce qui va aussi impacter pas mal le projet. Enfin, ils se soumettaient d'avance aux directives et à toutes les conditions d'examen, d'exécution et de garantie qui entourent la fourniture des vitraux. Ce qui semble nous indiquer qu'il va y avoir quand même une implication de la commission dans le programme iconographique. Alors, je suis désolée, c'est un petit peu petit, mais c'est seulement pour vous donner une idée d'ensemble. Nous avons 12 maîtres verriers. Chaque maître verrier va être chargé de réaliser une verrière. Et chaque verrière est composée de 2 lancettes, qui sont les petits éléments verticaux, petits sur mon diapo, 5,60 m en réalité, surmontés d'une rose. Dans chaque rose va être illustré un verset du credo. Dans chaque lancette va être représenté un saint en pied, que ce soit un saint parmi les principaux diocèses de Paris, comme Sainte-Geneviève, Saint-Marcel, un saint protecteur de France comme Saint-Louis ou Saint-Martin, ou bien des saints vénérés, disons, plus localement, comme Saint-Odile en Alsace, Saint-Rémy à Lyon ou Sainte-Foy dans le Midi. Les auteurs ont souligné la participation d'Eugène Ratier, qui est un des inspecteurs des monuments historiques, dans l'élaboration de ce programme, aux côtés du cardinal Verdier. Yves-Jean Rioux souligne la participation aussi de Marcel Aubert, qui est conservateur du Louvre. Et Bérénice Vallée, elle, va souligner aussi l'implication des artistes eux-mêmes, voire d'une autre artiste, Pauline Peunier, sur laquelle je vais revenir dans quelques instants. Puisqu'en effet, ce programme iconographique n'a pas été tout de suite définitif. En réalité, Caroline Kell nous parle au printemps 1937 de changements iconographiques, avec certains saints qui au départ devaient être réalisés par certains maîtres verriers qui ont finalement été échangés avec d'autres maîtres verriers, certains saints ou saintes qui ont disparu. Bref, un joyeux méli-mélo iconographique. Cependant, nous avons, pour comprendre un petit peu mieux tout ça, un certain nombre d'esquisses qui nous a été déposées à la Cité du Vitrail, en tout cas à la Direction des Archives et du Patrimoine, de la main de Pauline Peunier. Pauline Peunier est artiste. Et accessoirement, elle est la femme de Jean Hébert Stevens, qui est l'un des 12 maîtres verriers retenus sur le projet. Et donc, en réalisant ces esquisses, nous pouvons suivre petit à petit les différentes modifications du programme. Ici, vous avez la verrière que son mari devait réaliser. Vous avez, alors ça risque d'être assez petit sur l'échelle de la verrière d'ensemble, mais ici, vous avez Saint-Loup. Il est indiqué sur les inscriptions au bas du saint. Et ici, Saint-Germain. Vous voyez en plus grand les différentes esquisses de recherche, des coloris et de composition d'ensemble. Sauf qu'entre-temps, on apprend, et Caroline Piel nous l'enseigne, Saint-Loup est devenu Sainte-Radegonde, ce qui n'est pas une petite modification, et Saint-Germain est devenu Saint-Martin. Saint-Germain ici, Saint-Martin ici. Forcément, pour Saint-Loup et Sainte-Radegonde, vous avez une grande modification de la composition. Par contre, pour Saint-Germain et Saint-Martin, les attributs changent assez peu. Finalement, l'attribut qui change le plus, c'est celui qui se trouve au pied du saint, où la nef que vous voyez ici va devenir quelque chose d'un peu plus commémoratif. On voit une colombe, peut-être un rameau, une sorte de stèle commémorative. Et ce qui est intéressant, c'est que sur le vitrail final, ça va être de nouveau un bateau qui va être représenté au pied du saint. Alors, on ne sait pas toujours très bien pourquoi ces modifications ont eu lieu. Je vous le rappelle, aucun financement n'a été apporté aux artistes et beaucoup de modifications leur ont été demandées. Donc, il est peut-être possible que les artistes aient essayé de modifier à minima leur verrière pour ne pas trop s'impacter financièrement, quelque part. Mais les choses sont en vérité bien plus compliquées. Alors là, même si la qualité n'est peut-être pas forcément au rendez-vous, mais je ne peux résister à vous montrer vraiment toute la diversité des esquisses de Pauline Peunier, où on voit vraiment son goût pour la recherche de couleurs, de motifs géométriques des bordures. Mais comme je vous le disais, tout n'est pas vraiment clair, puisque sur certaines maquettes, on a même des saints qui ne sont évoqués dans aucun compte-rendu, aucun document. On a par exemple ici un saint Nicolas, que l'on ne connaît ni d'Ève ni d'Adam, nous connaissons saint Nicolas, mais pas pour ce projet-là. Pas plus que le saint Sébastien, que vous voyez ici. Et puis, à côté de ça, nous avons des associations un peu étranges de Saint-Louis et Sainte-Jeanne d'Arc qui ne correspondent pas aux vitraux finaux.
Ceci étant, je fais un petit point de jonglage chronologique. Mais parce que ça va avoir une importance dans la recherche et ça fait comprendre aussi, encore une fois, ce travail d'enquêteur. Caroline Piel nous parle de ces modifications qui auraient lieu au printemps 1937. Mais Bérénice Vallée s'est rendu compte que le programme définitif, en fait, avait été publié dans un article un peu plus tôt, en janvier 1937. Si ce programme définitif a été publié, ça veut dire que forcément, les tâtonnements qui ont eu lieu en amont ont eu lieu donc forcément avant janvier 1937, donc 1936 au plus tard. Ça peut sembler anodin, mais ça va avoir une petite conséquence sur la suite. Toujours est-il, le projet est validé sur le principe par la commission, les tâtonnements iconographiques s'opèrent. À partir de ce moment-là, les deux projets évoluent en parallèle et avant même l'ouverture de l'exposition internationale de 1937, il va y avoir une phase d'accrochage provisoire des vitraux dans la cathédrale de Notre-Dame à titre d'essai. Caroline Piel et même Yves-Jean Rioux nous parlent de février 1937. Caroline Piel nous explique qu'à cette occasion, certaines maquettes et certaines lancettes vont être présentées. Elle ne dit pas exactement quelles lancettes, mais elle précise du moins le nom des artistes. On va avoir le Chevalier, Renoui, Jean Hébert Stevens et le Père Couturier. Sauf que, forcément, ce n'est pas si simple, puisque Bérénice Vallée a découvert des photographies dans le fond de la famille Le Chevalier. Donc 2 photographies qui représentent chacune 2 lancettes et qui n'ont rien à voir avec les artistes que Caroline Piel cite, ou si peu. Parce qu'on retrouve effectivement Jacques Le Chevalier, le Saint-Marcel, mais aux côtés d'une verrière de Jean Gaudin, d'une lancette de Jean Gaudin, d'une lancette de Louis Barillet et de Jean Hébert Stevens qui va opérer le Saint-Germain. Mais si vous m'avez un petit peu suivi, normalement, Jean Hébert Stevens, le Saint-Germain, au cours des tâtonnements iconographiques, il ne l'a plus représenté. Il a représenté Saint-Martin par la suite. Et ensuite, Saint-Germain a été représenté par le Père Couturier. Sauf que si on compare... Si on compare ici le vitrail pris en photo avec la maquette réalisée au moment des tâtonnements iconographiques et le vitrail définitif, vous voyez qu'il y a quand même une composition qui se rapproche plus d'une autre pour le vitrail, celui de Pauline Peunier, donc de Jean Hébert Stevens. Il pourrait donc s'agir d'une lancette faite par Jean Hébert Stevens avant le changement iconographique et donc avant janvier 1937. Mais ce qui pose beaucoup de questions, finalement. Est-ce qu'il s'agit bel et bien d'une verrière qui est accrochée ? Est-ce qu'il s'agit d'une verrière véritablement finie, ce qui pourrait être étonnant d'avoir fait modifier toute une verrière d'un coup au profit du Père Couturier ? Bref, le doute subsiste. Toujours est-il que potentiellement, à partir de 1936 et de manière certaine en février 1937, il y a ces accrochages d'essai. À la suite de ces accrochages d'essai, le pavillon pontifical au sein de l'exposition internationale de 1937 ouvre ses portes. Dans une configuration assez différente, bien évidemment, de celui de la nef, parce que le plan est différent. Donc les vitraux vont être présentés dans un ordre et dans une configuration différente. Vous voyez ici les lancettes dont le haut n'a pas été présenté, puisque les baies du pavillon étaient rectangulaires, et les roses qui se trouvent juste au-dessus. À la fin, alors le pavillon pontifical, l'exposition internationale devait fermer ses portes à la fin de l'année 1937. Mais en 1938, nous sommes au tricentenaire des vœux de Louis XIII. Louis XIII, dans un de ses vœux, a consacré le royaume de France à la Vierge Marie. Donc, 1938, on est dans un anniversaire marial. À cette occasion, l'ensemble de l'exposition va être détruite, mais le pavillon va demeurer et va changer de nom pour devenir le pavillon marial. Et donc, prolongeant d'1 an l'existence de ce pavillon et par extension la présentation de ces vitraux. Et c'est finalement à la fin de l'année 1938, début 1939, que les vitraux sont déposés du pavillon et accrochés à nouveau à titre d'essai dans la cathédrale. À ce moment-là, comme lors des premiers accrochages en 1936-37, la commission va venir sur place et va réaliser un certain nombre de commentaires à l'attention des artistes
pour que ces derniers modifient la composition des vitraux. Alors, je ne sais pas si ça sera très lisible, mais qu'importe, je vais vous en parler un petit peu plus dans le détail. Caroline Piel nous dit que ces observations faites par la commission sont d'ordre assez général et portent sur le dessin, sur la coloration, sur l'échelle des personnages, sur les vers ou encore le caractère des inscriptions. Et Bérénice Vallée, qui s'est penchée un petit peu plus précisément sur ces commentaires, affirme effectivement que le caractère un peu générique de ces remarques, mais va même un peu plus loin puisqu'elle constate que certains maîtres verriers vont même être amenés en tout cas invités à refaire complètement leur verrière. C'est le cas par exemple de Jean-Joseph Queffret ou encore de Rinuy, dont le commentaire sur sa verrière est, je cite, « ensemble considéré comme mauvais, à revoir entièrement comme composition, proportion et tonalité ». Le jugement est un peu sévère, mais en tout cas, Rinuy fait partie des verrières qui ont le moins convaincu. À l'inverse, d'autres verrières vont être unanimement publicitées, comme celle du père couturier, de Le Chevalier ou de Jean-Hébert Stevens. La suite du projet, bien qu'un petit peu complexe, aurait pu se poursuivre de manière assez sereine. Il n'en est pas le cas, puisque à peu près au même moment que cette deuxième phase d'accrochage va démarrer ce qu'on va véritablement appeler, en tout cas en reprenant les termes de Caroline Piel, la querelle des vitraux. La querelle des vitraux correspond à ce moment, à la fin de l'année 1938, début de l'année 1939, où va se créer, par voie de presse et de radio, un véritable débat autour de l'insertion de ces vitraux dans la cathédrale, dans un édifice ancien. Donc, deux camps s'affrontent. Les partisans du projet, qui vont être soutenus par différents artistes, au premier rang duquel André Rinuy, dont vous avez Maurice Denis. Et vous avez devant vous une lettre d'André Rinuy qui remercie Maurice Denis pour son intervention en faveur du projet. Et les arguments de ces partisans du projet vont être multiples. Tout d'abord, on va louer la qualité des maîtres verriers retenus. On va louer aussi la démarche de la composition avec ses grands saints en pied, les coloris qui vont essayer de redonner à la nef son aspect plus médiéval. On va aussi, et peut-être surtout, invoquer un argument presque symbolique, en tout cas c'est le cas du cardinal Verdier, qui va, par sa célèbre phrase « Une cathédrale n'est ni un tombeau ni un musée », convoquer la vision d'un édifice finalement vivant qui va bénéficier de l'apport successif des siècles passés et que finalement la cathédrale Notre-Dame de Paris a toujours évolué avec son temps, a subi de nombreuses modifications au cours des siècles. Donc pourquoi le XXe siècle serait-il moins noble que les autres à apporter sa pierre à l'édifice? En 1930, nous sommes à l'époque des ateliers d'art sacré. Les artistes vont vraiment se pencher sur comment renouveler la foi chrétienne à travers de nouvelles propositions artistiques. Donc on est vraiment dans cette mouvance du renouveau de la foi à travers la création artistique. À l'opposé de ces arguments, on va retrouver, là encore, des arguments de différents ordres. Des arguments esthétiques où on va pointer le manque d'harmonie des vitraux, on va parler de bariolage de kermesse, d'une symphonie digne d'un chef d'orchestre de jazz ivre, enfin voilà, on va avoir des mots assez virulents à leur encontre. Mais cette virulence s'explique peut-être pour un autre argument qui est avancé, pour lequel en fait ce n'est pas tant la composition des vitraux en eux-mêmes, même s'il est un peu décrié, mais plutôt leur emplacement. En fait, la plupart des opposants à ce projet, et grâce au corpus qu'a réuni Bérénice Vallée, on s'en rend mieux compte, ne doutent pas de la réussite du projet, mais insistent bien sur le fait que sa place n'a pas du tout lieu à Notre-Dame, mais dans une autre église spécialement conçue pour ces vitraux, modernes, pour accueillir des vitraux modernes. Et entre les lignes, on sent un certain malaise, en tout cas une certaine crainte de créer un précédent, ou qui pourrait entraîner, avec un exemple aussi marquant que Notre-Dame, une série de déposes du patrimoine ancien au profit du patrimoine nouveau, mais hors de tout cadre, hors de toute législation et peut-être hors de tout raisonnement finalement. Quoi qu'il en soit, même si ces opposants au projet sont particulièrement virulents, Achille Carlier qui tient les Pierres de France, voilà, c'est la citation sur le chef d'orchestre de jazz ivre et son œuvre, il va même donner
donner à nos écoliers nos plus précieux manuscrits comme cahier d'écriture, ça sera exactement la même chose. Enfin, voilà, il est à fond. Mais en tout cas, c'est l'un des plus virulents. Mais malgré cette véhémence, la commission des monuments historiques va approuver en janvier 1939 officiellement le projet des 12 mètres verriers. Et c'est à ce moment-là, plutôt les événements historiques qui vont donner raison aux détracteurs du projet. Puisque en septembre 1939, la guerre menace, on apprend que les vitraux vont être déposés. Là encore, c'est Bérénice Vallée qui va nous donner un certain nombre d'indications, puisqu'elle va retrouver un document qui comptabilise les heures de l'atelier Barillet, qui est l'atelier en charge de la dépose des vitraux. Donc le nombre d'heures que l'atelier a passé sur la dépose de ces vitraux. Et donc l'atelier va intervenir du 3 septembre, donc au lendemain de la guerre, jusqu'au 3 octobre 1939. L'inventaire établi en 1974, donc bien des années plus tard, va faire mention de 5 verrières réparties dans 10 caisses. Et effectivement, c'est bien ce qui a été retrouvé au moment de la redécouverte de ces caisses, en tout cas pour certaines. Puisque certains artistes, on parle de 5 caisses, et il y a 12 artistes. Donc, par un calcul d'élimination assez simple, 7 artistes ont récupéré leurs vitraux. Sur ces 7 artistes, nous n'en connaissons que 2. Enfin, 2 verrières nous sont parvenues plutôt. La première, celle de Jean Hébert Stevens, est restée dans la famille de l'artiste. Celle de Jacques Le Chevalier était également restée dans la famille de l'artiste jusqu'à ce qu'elle soit déposée à la Cité du Vitrail. Pour les autres, nous n'avons aucune trace. Hormis ces photographies prises en 1937 par Marc Vaux et redécouvertes notamment par Bérénice Vallée, qui témoignent de cet état, ou du moins de la composition, de l'aspect général de ces verrières. Mais nous n'avons que très peu de traces. Ça peut s'expliquer notamment, par exemple, pour Gruber ou Ingrand, par la destruction des ateliers au cours de la guerre et dans les années qui suivirent, ou tout simplement, par exemple, avec Jean-Joseph Queffret, la continuité de l'atelier avec un autre atelier, mais avec une absence d'archives sur le projet et sur le devenir de ces verrières. Donc, ouvrez l'œil. Et de manière presque paradoxale, finalement, ce sont les verrières des artistes qui n'ont pas récupéré leurs œuvres qui ont été les mieux préservées, puisqu'elles sont restées dans les caisses, dans les tribunes de Notre-Dame. Il s'agit de Louis Mazetier, d'André Rénuy, de Valentine Reyre, mais aussi de Paul Louzier et du père Marie-Alain Couturier. À partir de ce moment-là, durant la guerre, Louis Barillet va supplier la commission des monuments historiques de ne pas enterrer le projet. Malheureusement, ces appels vont trouver lettre morte auprès de la commission, qui va hésiter jusqu'à la dernière minute. Bérénice Vallée a épluché justement les minutes des séances de la commission. Et on voit que dans une première séance, la demande de réaccrocher à nouveau ces vitraux qui ont été déposés a été acceptée. Et puis, dans la minute suivante, la mention favorable a été rayée. Et on a juste en dessous une autre mention de la part du directeur général des Beaux-Arts qui regrette de ne pouvoir accéder à la demande, puisqu'en raison des récents événements, on est en 1940-41 quand il répond, donc en plein milieu de la guerre, il ne lui semble pas pertinent de réaccrocher les vitraux. Le projet semble donc enterré. Heureusement, un des 12 maîtres verriers va tout de même connaître une forme de happy end. Il s'agit de Jacques Le Chevalier. En 1951, donc bien des années après la guerre, le projet revient au goût du jour. Et si vous trouviez jusque-là que la commission est indécise, vous n'avez encore rien vu. Car en 1951, Jean Herd, qui est un des inspecteurs des monuments historiques, remet le dossier sur la table en s'inquiétant notamment de l'état des vitraux de Viollet-le-Duc qui avaient été en fait remis à la place des vitraux de 1935 qui ont été déposés. Sauf qu'autant ces grisailles étaient en bon état dans les années 30, autant leurs multiples déposes et reposes pour les accrochages d'essais et en plus la guerre les avaient passablement abîmés. Et ils s'inquiètent de leur état et demandent à ce que des choses soient faites. Il fait 3 propositions. La première proposition, c'est de restaurer purement et simplement les grisailles de Viollet-le-Duc sans modification.
La deuxième proposition, c'est toujours de restaurer ces vitrails de Viollet-le-Duc, mais de les modifier légèrement en rajoutant des points de couleur pour réchauffer un petit peu l'ensemble. La troisième proposition, c'est de réaccrocher les verrières de 1935. Suite à ces propositions, on va faire un essai qui va avoir lieu le 13 octobre 1952, où on va réaccrocher des vitraux de Viollet-le-Duc rehaussés de points de couleur aux côtés de la verrière de Jacques Le Chevalier, tout simplement parce que ça a été une des verrières considérées comme la plus aboutie, terminée et la plus plébiscitée à l'époque de la querelle. Cet accrochage, sur ces deux accrochages, la commission ne tranche pas, ou plutôt rejette un petit peu ces deux propositions, mais en actant tout de même le besoin impérieux de changer les grisailles de Viollet-le-Duc. Alors, à chaque étape que je vais vous dire, il va y avoir toujours un membre qui va dire « mais est-ce qu'on ne reviendrait pas à la proposition d'avant? Est-ce que celle d'après? Si jamais on changeait les personnages et si on changeait les motifs ?» Imaginez-vous ces débats qui s'échelonnent à chaque nouvelle étape post-guerre. Toujours est-il que finalement, on demande en 1952 à Jacques Le Chevalier une maquette, puis une nouvelle verrière, toujours en reprenant la même iconographie que celle établie en 1937, donc Saint-Marcel, Sainte-Geneviève et une rose du Credo, que vous voyez ici sur la maquette. Ici, la lancette de Sainte-Geneviève qui a finalement été réalisée, donc même iconographie, dans un style plus austère, plus géométrique aussi. Et cet accrochage va avoir à nouveau lieu. On va mettre cette fois-ci non pas les grisailles de Viollet-le-Duc en regard, mais plutôt la verrière de 1937 d'un côté dans la cathédrale et de l'autre la verrière de 1956-58 du même artiste. Toutefois, les hésitations subsistent. Et suite à ces débats, on voit poindre même une troisième proposition, celle peut-être d'une composition complètement abstraite, mais qui n'a rien à voir avec la grisaille de Viollet-le-Duc. Et donc, suite à cette idée, on va redemander à nouveau une troisième commande, en quelque sorte, à Jacques Le Chevalier. Cette fois-ci, donc, une composition géométrique, abstraite. Il va faire une première proposition en 1961 pour une composition géométrique relativement symétrique. On va lui demander de la symétriser un petit peu plus, en donnant vraiment à chaque verrière un véritable rythme de couleurs et de séquences de motifs géométriques, ce qu'il va faire. Et le projet va recevoir un avis favorable, mais avec encore des hésitations. Tant et si bien qu'en février 1964, le ministre André Malraux, en visite à la cathédrale, voit l'état du projet et décide, compte tenu de l'avancement du projet, et pour clore en quelque sorte un petit peu enfin cet épisode, de continuer le projet en faveur des verrières géométriques. Et c'est ces verrières qui sont actuellement dans la nef de Notre-Dame, la dernière des verrières ayant été posée le 17 juin 1965. Ainsi s'achève, donc de 1935 à 1965, cette aventure des maîtres verriers qui a été assez tumultueuse. Encore une fois, grâce à toute la compilation de la bibliographie que nous avons pu accumuler au travers de cette étape de recherche. Mais dès qu'on sort un petit peu la tête de la recherche, on la replonge presque aussitôt, puisque bien évidemment, en faisant une synthèse de tout ce qu'il y a de l'état de la recherche, on découvre également de nouvelles découvertes. Ça peut aller de choses qui peuvent être relativement anecdotiques, mais qui ont tout de même leur importance. Et j'en veux pour preuve le cas d'André Renoui, que ce soit dans le mémoire de recherche de Bérénice Vallée ou dans le catalogue dédié à l'atelier Renoui-Bonny, peu de mentions étaient faites sur la fin de carrière d'André Renoui. Tant et si bien qu'on n'avait même pas de date de mort de cet artiste, ce qui nous a grandement chiffonné notre directeur des archives du patrimoine, qui, un bon archiviste, s'est dit « mais tout de même, un homme de la fin du 19e, tout 20e, on pourrait quand même retrouver sa trace ». Il s'est donc lancé à la poursuite de cet artiste jusqu'à aller contacter le directeur des archives de Lot-et-Garonne, Stéphane Capot, qui lui a transmis des informations complémentaires. Alors, en 1924, ça nous le savions déjà, André Renoui s'associe à Jean Hébert Stevens pour créer un atelier commun.
il semble avoir quitté cet atelier en 39-40 et revenir dans la Somme dont il est originaire, à Flissel, où il semble mettre fin à sa carrière et meurt en Suisse en 1989. Pas de grands coups d'éclat, de grandes commandes artistiques que l'on redécouvre, mais en tout cas, on a retrouvé le fil un petit peu de cet artiste et peut-être que des recherches plus complémentaires sur sa fin de vie pourront nous apporter un nouvel éclairage sur sa création artistique. D'autres fonds aussi nous ont permis de une meilleure compréhension de certains artistes, et je vais m'attarder un petit peu plus longtemps sur Valentine Reyre, puisque au moment du mémoire de Bérénice Vallée, celle-ci n'avait pas réussi à rentrer en contact avec l'association Valentine Reyre. Nous avons donc essayé de les recontacter à nouveau, et cette fois-ci, ils ont répondu présent et nous ont transmis un certain nombre de visuels, de documents qu'ils conservent dans les fonds de l'association. Alors, un certain nombre de documents, d'archives autour du projet, de relevés de baies, mais aussi un certain nombre de maquettes qui nous renseignent à son tour sur l'évolution de l'iconographie pour la verrière de Valentine Reyre. Alors, au départ, Valentine Reyre devait représenter, vous le voyez ici avec ces trois esquisses, Sainte-Clotilde et Saint-Martin. Alors, je ne sais pas si ça va être extrêmement clair sur la diapo. Ici, on peut deviner Sancta Clotilde Regina. Et ici, Sanctus, peut-être Martinus, un espèce de E que vous voyez ici, un P, un S, peut-être un C, un O, un U qui se balade et un S. Donc peut-être Episcopus, qui pourrait renvoyer à la fonction d'archevêque de Saint-Martin. Et on voit finalement que petit à petit, Sainte Clotilde va laisser la place à Sainte-Foy, que vous voyez au centre dans une nouvelle esquisse, et Saint-Martin va céder sa place à Saint-Martial. La composition va un petit peu alterner entre une proposition relativement assez animée par la contorsion des corps, revenir de manière assez étonnante à une composition peut-être un petit peu plus hiératique, un peu plus sage, et puis finalement, dans le vitrail définitif, on va avoir une sorte d'entre-deux où la sainte continue quand même de tourner davantage la tête vraiment de profil et d'avoir ces mouvements de genoux qui vont animer véritablement les corps des saints. Au niveau des changements iconographiques, ils vont être relativement conséquents. Sainte Clotilde cède la place à Sainte-Foy, qui voit apparaître un très grand nombre de nouveaux attributs, notamment le gril que vous voyez ici, qui est l'instrument de son martyre, mais aussi l'abbaye Sainte-Foy de Conques, dont elle est la patronne. C'est également la patronne des prisonniers. Et vous voyez ici des fers, donc il faut un peu deviner les fers, donc les fers des prisonniers, qui sont représentés en violet ici. En haut, on constate que, aussi bien à l'époque de Sainte Clotilde qu'à l'époque de Sainte-Foy, on retrouve un cavalier. Pour Sainte-Foy, ce cavalier s'explique assez facilement, puisqu'elle a connu un culte relativement élevé au sein des croisés. Pour Sainte Clotilde, la référence au cavalier est un peu moins certaine. Je profite pour remercier notre collègue Vincent pour m'avoir aiguillé sur des recherches iconographiques à ce sujet. Il est vrai que Sainte Clotilde, en fait, s'est retirée, après son mariage, s'est retirée près d'un couvent où était la tombe de Saint-Martin. Saint-Martin qui devait être au départ ici figuré en parallèle de Sainte Clotilde. Ce qui, pour une parenthèse, déjà nous renseigne aussi sur la conception très réfléchie de ces verrières, parce qu'il n'est pas rare que les saints d'une même verrière aient eu des liens au niveau de leur vie. Ici, Sainte Clotilde ayant passé un temps auprès du tombeau de Saint-Martin. Or, Saint-Martin connaît pour un de ses attributs le cheval. Ça pourrait être une piste, assez mince, mais pourquoi pas. Quant à Saint-Martin, qui devient Saint-Martial, on remarque que dès les premières esquisses, il y a comme un mouvement de jambe du saint. Mais on ne distingue pas forcément extrêmement bien ce qu'il a sous son pied. Dans une photographie retrouvée dans le fond chevalier, cette forme se précise un petit peu. On voit alors ce qui pourrait s'apparaître à presque un chat avec des oreilles arrondies, mais ce n'est pas ça, c'est quelque chose de bien plus démoniaque, quoique on pourrait s'attarder sur le caractère démoniaque des chats. Mais en tout cas, sur la composition finale du vitrail, on distingue très nettement un démon ailé,
dont Saint-Martial est en train d'écraser l'une des ailes de son pied et de l'autre d'écraser son épaule. Donc finalement, cet ensemble nous plonge un petit peu plus, là encore, sur les tâtonnements iconographiques, sur la volonté ou non de Valentine Reher de modifier véritablement sa verrière, et nous renseigne un petit peu plus sur véritablement nous plonge en tout cas vraiment dans le geste créateur de l'artiste. Autre document intéressant transmis par l'association, ce sont ces énormes calques, cartons-calques. L'association nous parlait un coup d'un carton, un coup d'un calque, ce qui nous étonnait un petit peu parce que le carton, qui est en fait le dessin à l'échelle 1 du vitrail que l'on souhaite réaliser, donc ce carton que vous voyez là fait en réalité 5 mètres, comme la lancette qui a été faite. Mais ça nous étonnait que ce soit un calque parce qu'en général, le calque étant un matériau assez fragile, il est assez peu utilisé pour un carton. Et pourtant, c'est bien un calque. Qui est tout de même extrêmement précieux puisqu'il nous permet de voir l'installation de tout le réseau de plomb. Vous voyez des traits blancs qui viennent rythmer un petit peu la composition de Sainte-Foy ici. De même pour Saint-Martial. Et en fait, ce calque, donc, outre la particularité de sa technique, nous renseigne aussi sur la manière dont procédait Valentine Reher, puisque l'association nous a appris qu'elle réalisait en fait ces cartons à la verticale, sur un grand échafaudage. Et donc, on se rend mieux compte aussi du tour de force un petit peu technique de l'artiste pour réaliser un carton de cette envergure, encore une fois, dans un matériau aussi fragile. Et d'autant plus fragile, j'y reviendrai après, qu'il est fait au fusain. Une autre manière aussi de faire des découvertes, c'est de poursuivre les restaurations. Les restaurations avaient déjà été amorcées bien avant l'exposition à la Cité du Vitrail. La première verrière à revoir la lumière du jour est celle de Louis Mazetier, en 2018 par Vitrail France, pour un projet de réhabilitation d'une église, Mortaigne-sur-Sèvre, qui est devenue également toujours une église en activité, mais également un centre d'interprétation du vitrail, appelé Vendée Vitrail. Louis Mazetier est vendéen, la connexion est faite, et donc Vendée Vitrail demande à la DRAC Île-de-France, propriétaire de la verrière, de pouvoir restaurer la verrière et la présenter dans leur édifice. Donc c'est aux côtés des 5 verrières qui ont disparu, une autre verrière que l'on peut présenter ici à Troyes parce qu'elle est à Vendée Vitrail, et je vous invite à aller la voir. Des aveux de Marie-Hélène Didier qui travaille à la Direction régionale des affaires culturelles et qui a qui a assuré le contrôle technique et scientifique de ces restaurations, ce serait l'abbaye la plus belle. Je ne suis pas jalouse, on en a aussi des très belles dans la chapelle. Toujours est-il que les restaurations, à partir de 2018, se sont poursuivies, avec en 2020 la verrière de Jacques Le Chevalier, déposée à la Cité du Vitrail, qui a été restaurée par Isabelle Baudouin. Et puis, à l'occasion de l'exposition, cela a été notamment l'occasion de mener des restaurations de plus ample ampleur avec différents restaurateurs qui se sont attelés pour la verrière de Rénuy, Claire Babet et Magroute et Elisabeth de Bourleuf, qui se sont aussi occupés des grisailles de Viollet-le-Duc, pour celles qu'on a pu récupérer, et pour la manufacture Vincent Petit, la verrière de Valentine Reher. À cela s'ajoute, d'ailleurs, j'ai oublié dans mon diapo, mais la verrière de Jean Hébert Stevens qui a aussi été restaurée par Vitrail France. En ce qui concerne les restaurations, 2 restaurations sont encore en attente. Celle de Valentine Reher, alors la lancette de Sainte-Foy a été complètement restaurée, mais la deuxième lancette et la rose est encore en cours de restauration, en attente de restauration. De même pour la verrière de Louzier, qui est attribuée aux 3 restauratrices que j'ai citées précédemment. Et puis d'autres verrières, d'autres éléments sont encore complètement à restaurer. C'est la verrière du père Marie-Alain Couturier et alors je n'ai malheureusement pas réussi à récupérer le visuel de Saint-Marcel et de la Rose de 1956-58, mais il y a également cet ensemble-là qui doit être restauré. En nous plongeons dans les restaurations, la restauratrice Flavie Vincent Petit nous a, au détour d'une rencontre dans son atelier, nous a dit « mais en fait, c'est assez étrange, parce que sur les photos de 1937, en fait, les panneaux ont été montés à l'envers. Si vous regardez bien.
Ici, vous avez le haut de la lancette de Sainte-Foy de Conques, qui donc illustre un cavalier. Vous avez son casque ici, il tient une grande lance ou hache et est monté sur un cheval. On retrouve la tête du cheval ici. Par contre, ici, point d'oreille, point de tête. Que s'est-il passé ? Eh bien, en fait, cette fin de tête se retrouve ici, aux côtés de Saint-Martial. Il y a eu une inversion des panneaux de bordure, mais ça ne s'arrête pas là. Puisqu'en fait, ce panneau aurait dû être ici, donc inversé, et ce panneau-ci aurait dû être inversé, retourné et mis ici. Donc un sacré méli-mélo qui nous plonge là encore sur toute l'expérience aussi du montage un peu expérimental à titre d'essai de ces verrières, ou peut-être que les ateliers, dans la précipitation ou parce que l'information n'a pas été transmise, ont inversé ces différents panneaux et ont donné lieu à cet étrange méli-mélo. D'autres restaurations encore nous plongent là encore sur le geste artistique et sur disons, une certaine incongruité technique. Et j'en veux pour preuve le cas de la verrière de Paul Louzier, dont la restauration est en attente, mais pour lequel des premières analyses ont quand même pu être faites à la demande des restauratrices, parce qu'elles se sont étonnées. Vous avez ici le vitrail rétroéclairé et le vitrail sans éclairage. Vous avez ces espèces de patines blanchâtres, un peu surprenantes, et les restauratrices nous ont dit, et ont alerté Marie-Hélène Didier de la DRAC Île-de-France, sur le fait qu'elle n'était pas certaine que ce soit finalement de la poussière, que ce soit de l'ordre de l'impureté. C'était peut-être quelque chose d'autre, et avant de procéder à un nettoyage ou à une cuisson, il faudrait peut-être bien analyser cette forme de patine un peu étrange pour vraiment comprendre ce que c'est. C'est ce qui a été fait, notamment par le LRMH, le Laboratoire de recherche des monuments historiques, en 2024. Et conclusion très étonnante, il s'agirait en vérité d'un mastic coloré. Je vous dis étonnant parce qu'en général, le mastic est plutôt appliqué le long de tout le réseau de plomb que vous voyez ici, pour venir en fait caler la baguette de plomb, caler le verre qui est enchâssé dans la baguette de plomb, et le mastic vient donc s'insérer entre cet espace-là pour renforcer un petit peu la tenue aussi du panneau. Mais n'est en aucun cas utilisé comme peinture, et c'est pourtant ce qu'a fait Paul Louzier. Il a utilisé un mastic coloré. Étrangeté s'il en est, c'est quelque chose qu'on a assez rarement vu, mais qui pourrait peut-être s'expliquer par, encore une fois, les commentaires qu'ont fait la commission. Je vous le disais, la commission s'est rendue en 1937 puis en 1939 sur place pour voir les accrochages d'essai et a essayé d'harmoniser un petit peu les ensembles. Et les restauratrices nous ont indiqué, mais en fait, c'est presque comme si Paul Louzier avait accroché sa verrière. La commission lui avait demandé d'assombrir un petit peu son ensemble. Et effectivement, quand je me suis penchée sur les remarques de la commission qui a été faite sur cette verrière, on lui a bien demandé d'atténuer un petit peu un certain nombre de contrastes de ces verres colorés. Et donc Louzier, qu'à cela ne tienne, a peut-être essayé sur place de badigeonner ces vitraux pour rendre un petit peu mieux des effets davantage de contraste, de variation. C'est une hypothèse, nous n'avons aucune certitude, mais là encore, la restauration, les analyses nous plongent un petit peu plus dans cette compréhension de ces étapes et de la création artistique. Bien, une fois que nous avons l'ensemble de ces recherches, il est plus que temps de passer à la production de l'exposition. Une fois que les œuvres ont été repérées, il s'agit de les emprunter. Heureusement pour nous, la plupart des vitraux de la DRAC Île-de-France avaient déjà été déposés bien avant la partie de la production des vitraux, et ceux de Jean Hébert Stevens, qui appartient encore à la famille de l'artiste également. Reste encore à monter tout le parcours scénographique. Pour le parcours scénographique, nous avions pas mal de contraintes techniques. Comme je vous le disais, les lancettes font 5,60 m de haut, les roses font 2,90 m de diamètre. Il est donc assez compliqué de les exposer ailleurs que dans la chapelle. On réunit donc l'ensemble des grands vitraux ici. Mais par contre, on va pouvoir utiliser 2 petites salles qui se trouvent ici, qu'on appelle les salles des Augustines,
pour pouvoir présenter davantage de contexte et peut-être aussi centraliser un certain nombre de documents graphiques pour les protéger de l'exposition à la lumière. Même si nous avons tout de même proposé certains éléments graphiques ici, en les protégeant par un traitement au niveau des vitres des vitrines. Une fois qu'on a ces considérations-là, on peut donc se lancer dans le montage. Tout le long, donc vous voyez ici, je reviens un instant, sur le parcours scénographique, vous avez ces ensembles de traits rouges qui correspondent aux cloisons que l'on a dû créer. Vous n'êtes peut-être pas sans ignorer que que la Cité du Vitrail est un ancien hôtel-dieu, qui est un monument classé. Donc, on ne peut pas percer du jour au lendemain les murs comme on le souhaite. Et même pas comme on le souhaite, on ne perce pas ou à minima. Pour ce faire, nous avons dû créer, avec l'aide des entreprises qui sont venues nous prêter main forte, donc l'entreprise Aubois pour tout ce qui est menuiserie et l'entreprise Ribeiro Multiservice pour tout ce qui est éclairage, pour créer cet ensemble de cloisons pratiquement autoportantes sur lequel on va pouvoir poser les textes de l'exposition. Par la suite, ça va être au tour de la manufacture Vincent Petit d'enlever tous les vitraux qui étaient précédemment installés dans la chapelle, puisqu'avant l'exposition de Notre-Dame, la chapelle présentait un certain nombre de vitraux, notamment d'églises qui avaient été en restauration, et donc on accueillait les verrières pour qu'elles puissent toujours être accessibles au public. C'est le cas de Remilly-les-Vaudes, que la manufacture, ici, est en train d'enlever pour pouvoir ensuite poser petit à petit les lancettes de Notre-Dame. Alors, vous allez me dire, pourquoi ne pas avoir tenté 2 lancettes dans une même baie de la chapelle? On aurait beaucoup aimé et ça n'a pas passé à 10 cm près. C'est rageant, mais encore une fois, on ne perce pas les murs. La direction des bâtiments, Anne-Claire et toute notre hiérarchie ne serait pas contente, et moi-même, je ne suis pas de cet avis. Donc, c'est rageant, mais on a mis une lancette dans chaque baie et on a quand même essayé de regrouper en mettant au sol les roses pour reconstituer un petit peu, au moins pour Jean-Hébert Stevens et pour André Rénuy, une même composition. Nous avons quand même au départ souhaité pouvoir présenter une grande verrière verticale dans toute sa hauteur et donc dans toute sa composition d'origine, ce qui n'a pas été sans poser de problème, puisqu'au départ, cette verrière était plutôt en fond de chapelle. Donc, si vous avez vu l'exposition, ce n'est pas sa place d'origine. La raison est technique, c'est qu'en fait, en fond de chapelle, vous avez également des portes qui donnent, avec une vue sur le canal. Pendant l'été, ces portes restent ouvertes souvent, parce qu'il fait très chaud dans la chapelle, et donc pour le confort du public, on doit ouvrir périodiquement ces portes, parce que sinon les gens ne restent que 5 minutes, parce qu'à un moment ils étouffent, et donc c'est un petit peu dommage de créer une exposition si personne ne s'y sent suffisamment bien pour pouvoir rester. Le problème, c'est que quand on ouvre ces portes, on a ce qu'on appelle une portée au vent qui va exposer la serrurerie et potentiellement la faire balancer d'avant en arrière. Pour éviter cette problématique, on a donc inversé le parcours pour rebasculer la serrurerie de l'autre côté. Ça a l'air simple comme ça de passer d'un plan à un autre. Je vous assure que ça nous a entraîné un grand nombre de modifications annexes. À cela s'ajoute que nous avons dû finalement revoir l'idée d'accrocher vraiment la rose tout en haut pour des raisons cette fois-ci de portance et d'équilibre de la serrurerie. Où voilà, finalement, on a jugé préférable de présenter la rose à l'arrière des 2 lancettes. Donc, vous voyez ici la manufacture qui était en charge de l'élévation de cette grande serrurerie verticale avec donc les tronçons que vous voyez ici qui ont été montés petit à petit sur les échafaudages avec la rose qui accueille actuellement la rose de Jacques Le Chevalier. Et vous voyez Cédric Ribeiro avec tout un long bandeau de ruban LED qui va venir, j'avance un peu vite, qui va venir quadriller en fait de LED l'ensemble de la serrurerie à l'arrière. À cela s'ajoute, pour pouvoir renforcer la luminosité, la pose d'une grande bâche qui renforce le rétroéclairage de cet éclairage LED pour pouvoir vraiment voir les vitraux et en percevoir tous les détails. Une fois que toute la serrurerie est montée, que les LED sont posés, que la bâche est posée,
la manufacture revient pour pouvoir poser petit à petit les vitraux de Jacques Le Chevalier pour cette grande serrurerie verticale. Alors, nous avons présenté dans les baies et dans cette grande serrurerie verticale les vitraux qui ont été restaurés. Mais comme je vous expliquais, il y a un certain nombre de vitraux qui sont soit en cours de restauration, soit non restaurés. On a quand même souhaité en présenter quelques-uns, même si ce ne sont que des panneaux, pour pouvoir montrer un très grand nombre d'artistes autour de ce projet, et puis pour montrer aussi aux visiteurs l'état des panneaux dans lequel ils étaient au moment de leur sortie de caisse, et d'avoir un petit peu un avant-après, en tout cas pour rendre compte vraiment de l'état de ces vitraux. Pour ce faire, l'entreprise Aubois a mis au point des caissons lumineux rétroéclairés qui ont permis de poser bien à plat les vitraux parce qu'il n'était pas question de les présenter à la verticale pour des questions de conservation. Vu que ces vitraux n'étaient pas cuits ni restaurés, ils n'étaient pas en état de pouvoir être présentés à la verticale. On les a donc présentés dans ces caissons qui ont été construits sur mesure pour accueillir la très grande lancette de Sainte-Geneviève, si je reviens sur le plan, qui est ici. Et pour avoir une meilleure vue d'ensemble à la fois des différentes lancettes et de la lancette posée à plat, on a également fait construire une estrade. Il est ensuite temps de poser les derniers éléments, notamment les documents graphiques. Vous voyez ici Florence, une vacataire qui avait été recrutée pour en renfort en soutien scientifique et qui a été d'une aide extrêmement précieuse tout au long de ce montage, qui pose ici les derniers documents graphiques avant de refermer les vitrines. Et voilà, l'exposition peut enfin ouvrir ses portes, mais encore faut-il pour cela faire vivre l'exposition. Alors, je n'ai pas forcément de visuel pour ce que je m'apprête à vous dire, mais ça me semble toujours aussi important de le rappeler. Pour faire vivre l'exposition, et surtout pour qu'elle ouvre, il faut encore que ces espaces soient surveillés. Et pour qu'ils soient surveillés, il faut qu'il y ait des agents d'accueil. Je n'ai pas forcément toujours le cas de les en remercier, mais je profite d'avoir la parole pour le faire parce qu'en fait, si les salles ne sont pas sécurisées, les salles ne sont pas ouvertes. Donc, s'il n'y a pas d'agent d'accueil, il n'y a pas de salle ouverte. Et donc, ni vous ni moi n'avez vraiment raison d'être là. Donc, leur rôle est parfois peut-être ingrat, mais ils veillent à la sécurité des personnes et des œuvres et permettent justement à cette exposition d'ouvrir. Dans cette même logique de faire vivre l'exposition, il y a aussi l'ambition de la faire connaître. Et donc, c'est le rôle de la communication au sein de la Cité du Vitrail, de notre collègue Fanny Portier, qui a notamment travaillé, alors c'est toujours un travail d'équipe finalement, la création d'une exposition, mais qui s'est penché sur la création de l'affiche de l'exposition en demandant à différents cabinets de créer différentes propositions d'affiches et c'est finalement celle de Tokiwoki qui a été retenue sur cette proposition qui est assez marquante et qui avait en tout cas l'avantage, parce qu'il faut aussi avoir bien en tête qu'au moment de l'élaboration de l'affiche qui intervient bien avant le montage de l'exposition, la plupart des vitraux étaient encore en restauration, donc il était très difficile d'avoir des visuels des œuvres vraiment dont la restauration est finie. Ce qui nous a orientés finalement à partir sur une création graphique nouvelle, moderne, assez marquante, pour justement pallier l'éventuel problème de présenter des vitraux restaurés. Et finalement, c'est un choix qui, alors, les goûts et les couleurs ne se discutent pas, mais qui, je trouve, était particulièrement heureux. Faire vivre l'exposition, c'est aussi à travers sa programmation et sa médiation. Et nous disposons au sein de la Cité de 3 médiatrices qui vont participer à l'élaboration de la production, vont mettre en place les modules jeux, les activités, les visites guidées, et que ce soit elles qui se chargent des visites guidées ou d'autres intervenants, comme c'est le cas de Julie Abou, que vous voyez ici, qui est la première restauratrice sourde et qui a fait une visite en langage des signes de l'exposition au cours de l'événement de la Cité accessible, qui a eu lieu le 8 et 9 novembre 2024. Faire vivre l'exposition, c'est aussi s'insérer dans un réseau d'autres expositions. Et nous avons pu aussi nous établir un partenariat avec la SNCF pour présenter l'exposition de la Cité du Vitrail troyenne dans d'autres lieux, en gare de Reims, mais aussi en gare de Paris. Alors, il s'agissait là d'exposition photo. On ne pouvait pas présenter des œuvres pour des raisons de circulation, de conservation,
Mais ça a permis quand même de montrer de très, très beaux visuels, des œuvres cette fois-ci restaurées, et de donner peut-être envie aux visiteurs, au détour d'un chemin, d'un voyage, de se rendre aussi à Troyes pour découvrir un petit peu plus l'exposition. Et puis enfin, ça semble peut-être prosaïque, mais ça a aussi toute son importance. Faire vivre l'exposition et accompagner l'exposition, c'est aussi accompagner jusqu'à la fin avec la présence de notre boutique au sein de la Cité, qui propose un certain nombre de produits dérivés, conçus notamment par notre administratrice Amélie Maté, avec son équipe, Benjamin et Juliette, pour pouvoir justement vous proposer des souvenirs à emporter de l'exposition. Donc des produits dérivés, mais aussi un certain nombre de publications, que ce soit le numéro hors série de Beaux-Arts Magazine, avec lequel nous avons travaillé pour faire une synthèse de l'exposition, ou d'autres ouvrages, comme par exemple La Grâce d'une cathédrale, et je ne saurais que trop vous conseiller cet ouvrage. Il est magnifiquement illustré et offre vraiment une très belle synthèse de l'histoire de la cathédrale, en plus de revenir sur le projet de 1935, et voilà, pour pouvoir, encore une fois, vous accompagner des origines jusqu'à la fin. Mais ce n'est peut-être jamais vraiment une fin. En tout cas, avec la recherche, elle continue toujours un petit peu. Notamment parce que, comme je vous le disais, 5 verrières sont toujours aux abonnés absents. Et donc, je ne saurais trop conseiller à peut-être des chercheurs en herbe ou des contacts que vous avez, en tout cas de garder l'œil sur ces verrières, parce que nous serions extrêmement intéressés de savoir ce qu'elles sont devenues. Peut-être de retrouver leurs traces matérielles ou à défaut de retrouver leurs traces dans les documents d'archives, sachant qu'un certain nombre de fonds restent encore à étudier. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. On regarde dans la chapelle et une... Ah oui, alors l'aventure continue aussi, Anne-Claire me le rappelle, parce que les verrières qui nous ont été déposées par la DRAC Île-de-France, nous avons l'opportunité éventuellement de le développer à travers d'autres projets. Et c'est notamment, Anne-Claire, vous parlez au début de cette conférence du renouvellement de la chapelle et de la galerie qui va venir au cours de mars de cette année, et au sein de laquelle nous allons présenter dans la galerie la lancette de Sainte-Radegonde que vous voyez dans la baie et que nous espérons du coup vous présenter davantage à hauteur de regard. Et la grande lancette de Jacques Le Chevalier va rester en place au sein de la chapelle, donc prolongeant, un petit peu comme ça a été prolongé pour le pavillon pontifical, l'observation auprès du public. Alors, Julia a cité beaucoup de monde pendant son intervention, mais évidemment, la grande ordonnatrice de l'exposition, c'était elle, à la fois en tant que co-commissaire scientifique de l'exposition et en tant que chef de projet, parce qu'en plus, ce qu'elle ne vous a pas précisé et ce qui fait partie des coulisses de l'exposition, c'est que normalement, un des rôles centraux dans une équipe, quand on monte une exposition, c'est celui de régisseur des œuvres. Le régisseur des œuvres, ou la régisseuse en l'occurrence, puisqu'elle a cité, ce sont des filles jusqu'à présent. C'est la personne qui est chargée de tous les mouvements d'œuvres, donc de coordonner tous les déplacements des œuvres, donc de coordonner les entreprises, de coordonner les mouvements, de s'occuper des assurances, etc. Et il se trouve qu'au moment du montage de l'exposition, notre ancienne régisseuse est partie et la nouvelle n'était pas encore arrivée. Donc c'est Julia qui a endossé cette casquette-là en plus des autres. Donc je vous assure qu'elle a mangé, bu, respiré et rêvé de Notre-Dame pendant des semaines et des mois et qu'elle a mis quelques mois à s'en remettre. Pas de questions? Non, yes. C'est la question à bon nombre d'assurances de ces œuvres. Non, alors, pour l'instant, la DRAC Île-de-France n'a pas de projet pérenne pour ces œuvres.
C'est notamment pour ça que nous aimerions pouvoir profiter de ce temps pour éventuellement en montrer. Alors, celles que nous exposons déjà pour l'exposition, mais peut-être d'autres. Par exemple, la verrière de Valentine Reyre a été restaurée d'une lancette, mais il pourrait être intéressant de montrer l'autre lancette avec peut-être même la rose. On peut essayer de rêver. Mais pour l'instant, effectivement, il n'y a pas vraiment de projet possible. Il a été évoqué au moment là, de l'actuel chantier de Notre-Dame, de la création d'un musée de l'œuvre de Notre-Dame, mais rien n'est moins certain. Et quand bien même ce projet serait approuvé, il faudrait des années avant de pouvoir le mettre sur pied. Mais ce pourrait être un lieu tout de même assez intéressant pour présenter ces verrières qui, encore une fois, de par leur taille, on culmine à pratiquement 8 mètres, enfin 9 mètres de haut. Il faut aussi pouvoir trouver un lieu qui puisse présenter vraiment ces vitraux-là. Mais pour l'instant, pas de projet définitif. Mais gageons que maintenant que la restauration est lancée, maintenant que les expositions ont permis aussi de faire un peu mieux connaître ces œuvres, la DRAC ne va pas les laisser à nouveau dormir dans les caisses. S'il n'y a pas d'autres questions ou s'il y en a d'autres, oui, on a encore 5 minutes, mais je vous donne le prochain rendez-vous. La prochaine conférence, alors il n'y aura pas de conférence au mois de mars, puisque voilà, on ferme pendant un certain temps et puis ça nous paraissait pas pertinent de faire une conférence pendant le temps de la fermeture. Donc la prochaine conférence sera le 24 avril, jeudi 24 avril, 18h, même endroit, et portera sur l'exposition internationale des arts décoratifs, exposition qui s'est tenue à Paris en 1925. Donc la grande expo qui a fait connaître et lancé l'art déco, le mouvement art déco. Et il se trouve que dans cette exposition, le vitrail a tenu une place très importante. Et c'est Antoine Laurent qui était intervenu il y a quelques mois autour du pavillon pontifical que vous avez vu tout à l'heure. C'est lui qui avait présenté ce pavillon pontifical. Donc il reviendra au mois d'avril pour nous parler de cette exposition de 1925, puisque nous fêtons le centenaire cette année de cette exposition. Donc voilà, il viendra parler de cette exposition et en particulier de la place du vitrail dans les pavillons de cette exposition. Jeudi 24 avril, 18h. Voilà. 18h. Merci beaucoup. Bonne soirée à vous et à très bientôt.